Si tu te trompes, c'est ok, mais refais pas 2 fois la même erreur, par exemple. Quand t'as planté plusieurs boîtes, en France, t'es blacklisté, c'est mort. Parce que c'est la culture, si tu veux. Tu vois, il s'agit pas de critiquer. Au Québec, on dit non, en fait, on s'en fout, Paul, c'est toi qui l'as fait que tu t'assumes. Faut que j'apprenne à dire que c'est de ma faute et il faut que j'apprenne à l'accepter, faute de moi-même, d'abord, de m'être trompée et ensuite de faire ce qu'il faut, de repartir. Bienvenue dans Business Boomeuse, l'émission qui met à l'honneur les femmes entrepreneuses qui ont des parcours incroyables. Et aujourd'hui, nous recevons Mélissandre Réfaux. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Et merci à toi. Et d'avoir traversé l'Atlantique et d'arriver chez nous. Comment tu te sens? Pas trop fatiguée, le jet ça lag? va, en fait, c'est hyper énergisant, en fait, de venir... on a fait des belles rencontres. Enfin, ici, dans la maison Osez-vous, on a rencontré plein de gens. Quand on va retomber dans notre routine au Québec, ça se peut qu'on fasse « Oula, c'était... Mais là, je vais très bien. » Bon, t'as profité un petit peu de Roanne. Tu as visité nos belles contrées. On est allé dans un petit village dont j'ai perdu le nom, qui était vraiment magnifique, incroyable. On a rencontré au hasard de la vie un généalogue, je vais y arriver, pardon. Ouais. Incroyable, cette maison du Moyen-Âge, il nous explique ses ancêtres. C'était fascinant d'avoir cette rencontre un peu improbable. Fait que oui, on a visité un petit peu, mais tu sais, on est quand même aussi là beaucoup pour travailler. Fait qu'on essaye d'avoir, on essaye d'avoir un espèce de planning qui allie les apéros entre amis et puis les rencontres pro. Moi, je te fais venir parce que c'est incroyable aujourd'hui tout ce que tu as mis en place et qu'on parle de ton parcours. Donc toi, tu as été éducatrice spécialisée petite enfance pendant une quinzaine d'années. Tu arrives à nous dire à quel moment tu as eu ce déclic où tu t'es dit ok, j'étais celle qui était dans l'action et là maintenant, je vais être celle qui aide celles et ceux qui sont dans l'action. En fait, et je ne sais pas s'il y a un déclic en particulier. D'abord, je viens d'une famille qui est beaucoup dans l'éducation. Fait que ça te construit dans un certain parcours, dans une famille qui est dans l'éducation, qui est entrepreneur aussi. Mes parents avaient un centre de vacances en région iséroise, en fait, enfin en région Rhône-Alpes et donc dans l'Isère. Donc un centre de vacances. Moi, j'ai toujours vécu en communauté au final. Donc il y a cet aspect, quand tu dis on fait rien seul, moi ça me parle beaucoup. On dit aussi le fameux adage on élève un enfant avec un village. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, je me suis élevée avec un village. C'est exactement cette idée-là derrière. Et par nature, par éducation, je suis portée probablement par cette prise d'initiative, ce côté collectif. Puis ensuite, là, j'arrive au Québec il y a 14 ans. Je suis éducatrice spécialisée. J'ai vécu avec plein de publics, des personnes handicapées, en situation de handicap, des personnes en situation sans domicile fixe, demandeurs d'asile, etc. Fait que des enfants placés. Fait que j'ai essayé d'avoir une diversité de public. Il y a une curiosité vraiment que je viens chercher dans les rencontres que j'ai. Je me nourris vraiment de cette curiosité-là, en fait. Fait que j'arrive au Québec et je me dis, je vais faire mon métier d'éducatrice spécialisée. Donc à ce moment-là, moi, je me dis pas... je vais entreprendre et je vais créer des choses. Non, vraiment pas. T'es là et tu t'installes. Déjà, tu t'accultures. Ouais, exactement. Tu t'accultures. Ouais, absolument. Et donc, à quel moment... Et donc, en fait, le Québec est, je crois, très facilitateur pour ça. Pour entreprendre, tu veux dire? Pour avoir le droit à l'erreur, en fait. Donc, le droit d'entreprendre. Parce que quand t'entreprends, tu sais pas au départ si ça va fonctionner, tu sais pas si, tu sais pas faire, t'en sais rien. Fait que c'est une grosse part de risque, en fait, de dire, moi, je vais monter mon entreprise. À quel moment tu penses que ça va fonctionner? Puis, où tu vas pas te planter, où tu vas pas. Fait que ce droit à l'erreur-là, cette proactivité, si tu veux, au Québec, ils te disent, peu importe ton expérience, si tu me prouves que tu es capable, dans ton énergie, dans ta pensée, dans ton leadership, que tu vas mener ce projet, mène-le. Si tu te trompes, c'est ok, mais refais pas 2 fois la même erreur, par exemple. Ouais. Bouge. Mais ça, c'est très aussi quand même Amérique du Nord, parce que aux États-Unis, ils ont ça aussi. Quand tu as planté plusieurs boîtes, en France, t'es blacklisté, c'est mort. T'es un loser, quoi. Exact. Et alors qu'aux États-Unis, on part du principe que comme tu as essayé, tu sais ce qui ne marche pas et tu feras que mieux les prochaines fois. C'est pareil au Canada, c'est le même mindset. Oui, définitivement. Donc, à un moment donné, on se dit, tiens, on va monter des garderies. Moi, je suis du milieu de l'éducation, puis je travaillais dans une association qui s'occupait de produire des mets pour des personnes en situation de pauvreté. Avec un système de réinsertion. Les gens qui cuisinaient étaient en réinsertion. Donc, moi, je m'occupais des gens qui étaient en réinsertion. Puis là, en fait, je vois que cet organisme a besoin de financement. Et c'est là, à ce moment-là, où j'ai commencé, tu vois, à construire un petit peu cette espèce
espèce de je peux le faire. Vraiment, dans cet organisme-là, ou de me dire, pourquoi moi, je vais pas aller faire du financement pour cet organisme-là. Fait que j'ai créé mon propre poste. Je leur ai dit, moi, je pense qu'on va aller chercher du financement pour l'organisme. C'est comme ça qu'il va pouvoir survivre et donc répondre à la mission. Fait que laissez-moi organiser une levée de fonds. Fait on est allé chercher Jean Soulard, qui est un grand cuisinier français qui travaille au château Frontenac, donc à Québec, qui est un grand château. Donc, je suis allée le convaincre pour qu'il puisse être la tête d'affiche de l'événement. Et il a dit, mais toi, tu doutes de rien. Donc, il dit, j'aime ça. Donc, ok, parfait, j'embarque dans ton événement. J'y vais. Et c'était exceptionnel. Un petit organisme, tu vois, qui a ce grand cuisinier qui vient. Incroyable. Ça fait partie de ses valeurs aussi, en fait. Donc, toi, tu sais saisir les opportunités et tu sais voir quand là, tu peux stepper, quoi. En fait, je crois que le Québec m'a appris ça, vraiment. J'ai toujours été dans une prise d'initiative quand même. Tu vois, en France, j'ai toujours été porteuse de projets. Avec ta famille, la culture, tu l'avais déjà. Oui, absolument. Mais je trouve qu'il y a eu un step supplémentaire au Québec parce qu'en fait, tu dis, mais en fait, c'est vraiment le pays des possibles. Pourquoi tu le fais pas? Ah là là. En fait, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Toi-même, tes propres peurs? Alors, c'est pas un problème. Ouais. Vas-y. Ça t'a porté. Ah, vraiment, ouais. Avec ton concept d'esprit de famille. Ouais. Raconte-nous, parce que l'idée, c'est de faire un tout en un peu. Donc, au sortir de cet organisme-là, moi, je me rends compte que le champ des possibles est là. J'apprends beaucoup dans le rapport au travail aussi. En fait, en France, on a beaucoup... Tu sais, on va souvent remettre la responsabilité à l'autre, ce qui n'est pas forcément le cas au Québec. Au Québec, on te dit, tu t'es trompé, c'est OK, mais ne recommence pas. Qu'est-ce que tu vas faire pour rectifier? En France, on va dire, attends, c'est pas de ma faute. C'est parce qu'en fait, attends, oui, mais c'est parce que c'est Paul aussi. Paul, je lui avais dit aussi de pas faire ça. Oui, mais c'est ton travail de le faire. Oui, mais bon, je lui avais demandé un coup. Il y a toujours, si tu veux, une responsabilité qui est décalée en France. Parce que c'est la culture, si tu veux. Tu vois, il s'agit pas de critiquer. Au Québec, on dit non, en fait, on s'en fout de Paul. C'est toi qui l'as fait que tu t'assumes. Moi, je me suis pris 2-3 claques, si tu veux, dans mon rapport au travail et à ma responsabilité professionnelle au Québec, où j'ai fait comme, oh là, ok. Alors oui, c'est de ma faute. Faut que j'apprenne à dire que c'est de ma faute et il faut que j'apprenne à l'accepter de moi-même d'abord, de m'être trompée et ensuite de repartir. Fait que j'apprends ça dans cet organisme-là, ce qui a été très fondateur, je crois, pour ensuite démarrer dans l'entrepreneuriat. Puis là, on se dit, moi, mon corps de métier, c'est pas de créer des événements, ou des levées de fonds, c'est l'éducation. Et là, on décide de créer les garderies Esprit de Famille en disant, mais il y a du bon dans des deux côtés, de la France et du Québec. Fait que faisons un endroit où on a un système qui a un espèce de maillage. Déjà, c'était présent en moi il y a 14 ans pour créer un espace qui prend le bon des deux côtés. Donc, la coéducation, je veux l'amener au Québec en disant, mais le parent doit avoir sa place au niveau de la prise en charge des enfants. C'est ta valeur transversale de dire les parents qui ont une place fondamentale dans les garderies, les crèches, toutes ces instances, alors que ils sont quand même, pendant des années, le parent a été juste celui qui dépose l'enfant. Ouais. Et puis terminé, quoi. Oui, puis en fait, il y avait un rééquilibre à faire, à la fois entre... parce que dans les générations, la parentalité a changé, l'éducation a changé et les professionnels aussi. Donc, à un moment donné, les professionnels avaient la main mise sur l'éducation et le parent avait rien à dire. Si le professionnel décidait que c'était le moment de passer à la propreté, c'est le moment de passer à la propreté, peu importe ce que disait le parent. C'est pas normal que le professionnel décide de ça. D'abord, parce que c'est pas à lui de décider, c'est aussi à voir où en est l'enfant. Et ensuite, c'est aux parents de décider de ça, de dire ok, parce que c'est lui qui accompagne, c'est lui l'éducateur de l'enfant, c'est pas nous. En fait, on est une courroie, Vous êtes un relais. Exactement. Ouais. Fait que, si tu veux, l'idée était de dire non, tu ne sais pas tout, professionnel. Et non, ça n'est pas à toi de décider des choses. Et toi, parent, tu connais ton enfant mieux que personne. Tu l'as construit, tu l'as pensé avant même qu'il existe. Fait que tu le connais, mais tu sais pas tout. Donc, toi non plus, parent, ça n'arrive pas en me disant moi, au niveau de l'éducation, il faudrait que tu prennes la parentalité positive. Donc, il faudrait que tu te mettes à genoux devant mon enfant et que tu lui parles. Attends, je sais bien, tu as lu sur Internet des choses. C'est super, tu te renseignes. Ça veut dire que tu es impliqué dans l'éducation de ton enfant. Et moi, j'apprécie beaucoup ça. Mais est-ce qu'on peut se parler avant que tu me dises, tu m'ordonnes d'agir de telle ou telle manière avec ton enfant? Fait, il faut rééquilibrer. Et partout dans la vie, c'est ça. En fait, si tu es dans les extrêmes, en entrepreneuriat aussi, si tu es dans les extrêmes et que tu penses tout savoir, alors tu t'isoles. Ton humilité prend le bord et là, tu te trompes. Parce que, grosse nouvelle, tu sais pas tout. En fait, qu'il y a comme un
une ouverture à avoir une curiosité. Parce que ce concept est quand même formidable et ça a dû avoir un écho quand même de dingue en disant d'un coup on va laisser une vraie place aux parents, mais une place qui est ni toute puissante ni complètement absente, et les professionnels de la petite enfance vont être aidés, ils vont être écoutés, ils vont être aussi valorisés, et il va y avoir un binôme qui se crée, qui peut-être quand même était déjà à des moments là. Est-ce que ça a toujours été très imperméable, ou en fait en pratique quand même il y avait Non, en fait, puis d'abord Esprit de famille, on a créé ces espaces-là parce qu'il y avait ces garderies, la première garderie, puis en fait l'aspect novateur d'Esprit de famille, c'est qu'on y a associé, on y a adjoint un café. Oui. Fait que l'idée, si tu veux, était de dire c'est toujours la même affaire pour briser l'isolement et permettre des courroies de transmission d'informations. Fait que dans un café, toi maman isolée ou toi papa isolé, parce qu'au Québec les papas aussi prennent des congés, c'est plus accepté en fait. Avec toi parent isolé, probablement, viens prendre un café, viens t'asseoir là, et puis ton gamin, il est à côté. Si tu as vraiment besoin d'inquiétude, tu peux prendre un temps avec l'éducatrice. C'était de créer un espace avec aussi une boutique d'artisans québécois. Avec l'idée était de dire, il y a des expertises à des endroits. Viens, on les rassemble à un endroit. Donc, l'expertise parentale, l'expertise d'éducation, l'expertise plus de consommation autour du café et des artisans québécois. D'accord. Et on les rassemble et on voit un peu ce que ça peut donner. C'est comment prendre la mayonnaise. Et ce tiers-lieu, Esprit de famille, ça a fonctionné, ça a pris. Ouais, ça a pris. En fait, la problématique, c'est que il y a eu la Covid. En fait, le café, en fait, il a pas tenu. Hein. Pour rentabiliser un espace café, il faut y aller quand même. Tu vois, il faut en vendre du café, quoi. Fait que il y a un moment donné, il faut aussi, tu vois, il y a des deuils un petit peu à vivre. Moi, ce café, j'y tenais énormément, en fait, mais il faut prendre des décisions, en fait, de dire où est-ce que je veux mettre mon énergie. Il faut arbitrer. Exactement. Fait que l'énergie était. Parce que là, ton modèle économique, c'est soit il tient et c'est viable et c'est OK, mais tout ce qui le tire vers le bas, faut que ça se... c'est ça. Fait que si tu veux, la garderie supportait le café à un moment donné, dans une certaine mesure. Bon, ton activité principale, ça reste la garderie, celle qui est rentable. Et si on parle de... puis je sais que ça peut faire bondir des gens de parler de rentabilité quand on parle d'enfants, mais ça reste une entreprise. Complètement. Ça veut pas dire que tes valeurs sont placées à la mauvaise place et que tu te fais du fric sur le dos de l'enfant. D'avoir une vraie mission et des vraies valeurs d'entrepreneuriat et d'entreprise, c'est aussi réalisable dans une construction d'entreprise et dans une rentabilité, quoi. Ah mais t'es avant tout une gestionnaire, et pour que ça fonctionne, t'es quand même obligée d'avoir cette vision de la rentabilité, quoi. Ouais, mais je l'ai appris un peu, pas à mes dépens, mais tu sais, il faut cheminer là-dedans. En fait, on dit souvent que les métiers du social peuvent pas être rentables. C'est vrai et pas, si tu veux. C'est-à-dire que c'est vrai parce qu'on prend souvent des décisions. Je dis parce que le profil, généralement, on va dire mais attends, ce qu'il faut, c'est absolument ça au niveau du nombre de personnel, alors que la capacité financière, c'est celle-ci, à la condition qu'on respecte les normes, évidemment, de qualité de service. Mais j'ai appris ça, à dire OK, il y a des deuils à faire. Le café, t'es obligé de le fermer parce que il a pas survécu à la Covid, parce que même tu pourrais réinvestir là-dedans, mais c'est-à-dire que tu impactes la garderie, fait que ton corps de métier, c'est celui-ci, c'est la garderie. Fait qu'il faut que tu laisses aller le café. Donc ça a été un deuil à faire, puis je l'ai beaucoup parcouru à travers ça, parce que on l'a dit tout à l'heure, j'étais pas toute seule. André est venu me rejoindre 1 an après l'ouverture des garderies. Puis avant, j'étais avec 2 autres associés qui ont finalement quitté. Et là, j'ai appris beaucoup aussi avec André sur lui. C'est un comptable, donc là, d'un de coup, formation. Donc là, si tu veux, on se complète beaucoup. Lui, il est très humain et très intéressé très curieux de l'humanité et de formation comptable. Moi, je suis humaine, je suis intéressée par l'éducation, mais en même temps, j'ai une structure d'entrepreneur, si tu veux. Donc, ça matchait très bien, si tu veux. Fait que là, j'ai appris beaucoup dans votre binôme, c'est toi qui as le plus d'appétence à aller vers, dans le sens créer des nouvelles choses, et lui qui a cette vision plus financière du business. Comment vous fonctionnez? Ou alors lui aussi... Ah ouais, vous êtes tous les deux. On est tous les deux. Vous avez une appétence pour la création et aller vers des nouvelles aventures. Okay. C'est souvent ce qu'ils nous disent. Tu aurais notre équipe ici autour. Ils disent mais c'est les agents du chaos, ces deux-là. Tu vois, ils sont comme. Faut pas les écouter. Ils ont des projets tout le temps en fait. Tu vois. À un moment donné, on était à table donc dans nos bureaux. Puis Geneviève qui est la chef de produit de Mangrove, l'application. Là, on en parlera peut-être à un moment donné. Mais à un moment donné, je dis à André, parce qu'on se parlait. Puis je dis comme le projet de. Et là, elle dit non, pas encore un projet. Ça suffit. Tu vois. Dès qu'elle entend le projet, elle est comme genre non,
non, ça suffit, arrêtez-vous, vous deux. Fait que non, il a autant d'appétit de curiosité et d'envie. Et c'est d'ailleurs un peu ce qu'on se dit, il faut qu'on arrive à faire l'avocat du diable. Pour à des moments calmer le jeu, ok. Parce qu'il faut faire attention, savoir s'entourer, c'est une chose, mais il faut savoir garder aussi, en fait. Oui. Il faut savoir rester faire entouré. Perdurer. Ouais, exact. Ouais. Ok. Justement, donc après Esprit de famille, vous décidez de co-créer donc Mangrove Petite Enfance. Raconte-nous cette aventure. Ça, c'est complètement improbable. Ça, c'était pas du tout sur ma carte professionnelle du tout. Autant l'éducation, je me disais, tu sais, des fois, t'as des espèces de chemins de vie où tu sais que... Là, t'étais dans ton cadre, t'étais dans ta zone de confort. Ouais, exact. Ok. Ouais. On crée la première garderie, André me rejoint 1 an après, on en ouvre une deuxième et on en achète une troisième. Tout ça à Québec, Ok. Au Québec, t'as beaucoup d'applications comme ça existe aussi ici en France, puis il y a des livrables qui sont obligés en fait par le ministère de la Famille à remettre aux parents 2 fois par année. Bref, tu as des obligations, si tu veux, administratives. Quand tu tiens une crèche ou une garderie. Ouais. D'accord. Peu importe que tu sois du privé ou du public d'ailleurs, hein, c'est exactement les mêmes règles. T'as une réglementation à laquelle tu dois te soumettre. Ouais, exactement. Nous, pour faciliter les choses, parce que moi, il y a un truc que je déteste, c'est faire 2 fois les mêmes choses. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qui me... L'efficience. L'efficience, c'est ça, exactement. C'est une valeur. Oui, vraiment. C'est ça, je supporterais, je comprends pas en fait qu'on puisse perdre du temps à recopier des trucs et ensuite il faut que ce soit simple et facile parce qu'on a autre chose à faire et s'occuper des enfants. C'est ça la priorité en fait. Dans ma tête, il faut que je trouve des moyens pour faciliter le travail des éducatrices qui font partie de l'équipe pour faire en sorte que elles se concentrent sur les enfants, c'est tout. Donc moi j'enlève le téléphone et je leur dis en fait on va prendre un service de téléphone parce que c'est pas à vous de répondre au téléphone en fait, vous avez autre chose à faire. Ni à moi parce que moi aussi j'ai autre chose à faire. Si tu veux avoir ta paye, il faut que je fasse tes feuilles de temps. Fait qu'il faut que je m'en occupe. En même temps, je veux pas passer 10 heures derrière les feuilles de temps parce que je trouve ça un peu chiant à faire. Donc tu comprends, il y a tout un système de délégation. Automatisation les choses, automatisons les choses et mais de façon intelligente en fait. Donc dans cette idée-là, on utilise une application à ce moment-là qui s'appelle Graphéago, qui a été fondée par Benoît et François Gélina, qui sont père et fils. Et j'avais une super bonne relation avec Benoît, puis je disais Benoît, on pourrait pas développer cette fonctionnalité parce que franchement ça manque quand même, hein, tu pourrais pas. Attends, on va voir, je sais pas. Et une hyper parlable, enfin hyper flexible, abordable et tout ça. Fait que la vie suit son cours, etc. Puis à un moment donné, de plus en plus, moi je dis, j'ai des appels avec Benoît pour lui dire, ça serait vraiment cool, il y aurait telle affaire, tel truc, regarde, il y aurait telle chose. Puis parallèlement à ça, André qui avait son cabinet comptable, donc quitte son cabinet comptable et démarre une entreprise d'optimisation numérique. Ok. Qui a pas perduré vraiment en fait cette entreprise-là. Et donc là, je dis à Benoît, écoute sérieux, il faut vraiment que tu rencontres André parce qu'il y a vraiment moyen que qu'il arrive en fait à faire grandir Graphéago par l'optimisation numérique. Il y a des connecteurs à faire avec des CRM, des trucs et tout ça. Et bref, à un moment donné, Benoît dit dans 3 semaines, on vient à Québec, parce que lui, il est plutôt du côté de Montréal. On vient à Québec, est-ce que vous êtes dispo? Je dis, mais c'est trop bien, Benoît, il vient, c'est malade, ça fait 2 ans que je lui parle, mais je l'ai jamais vu, tu vois, fait que... Ouais. Là, on organise cette rencontre. Et moi, si tu vois, à ce moment-là, je suis comme une facilitatrice. Tu veux, je me vois pas dans le projet plus que ça. Je sais pas trop quelle est ma place, mais pour moi, c'est tellement important, si tu veux, que on vienne rendre efficiente encore plus cette application, fluidifier le les quotidien que je viens pas penser à mon avenir professionnel du tout. Là, à ce moment-là, je me dis, vous deux, vous devez vous parler, c'est absolument important. Ça va être génial si vous arrivez à vous parler. Moi, je vais en profiter comme cliente, mais bon, voilà, si tu veux. Donc toi, tu sens dès le départ que leurs 2 compétences, il y a un truc vraiment chouette. Il faut les matcher. Faut les matcher. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Et tout ça, en permanence, ça a l'idée que c'est au service des professionnels de la petite enfance pour que ces gens-là gagnent du temps pour toutes les tâches administratives ou réglementaires et que finalement, les gens que ces professionnels puissent être focus sur l'éducation, les enfants. Ouais, absolument. C'est exactement ça. Et ça match ou pas alors? Ça match, quoi. Ah, et c'est une rencontre amoureuse, quoi. Vraiment professionnelle, on s'entend. Mais là, en fait, moi, je me dis, la rencontre, elle va durer 1 heure. J'avais préparé un petit document, tu vois, parce que j'aime bien faire des petits trucs, tu vois. Fait que je prépare un document pour expliquer c'est qui Zénith à l'époque, c'est qui Graphéago, pour que les deux, puis comment moi, je vois l'optimisation des choses. Donc, je prépare ce document-là, quand même assez, bullet point, là, comme résumé. Tu pas non plus une thèse, faut pas exagérer, mais voilà mon idée, les gars. Venez, on se parle maintenant. Donc, moi, je fais partie de la rencontre parce que dans ma tête, je suis facilitatrice, puis j'explique. La rencontre, elle dure 3h30, en fait. Mais pas parce que il y a trop de questions, ça marche pas, ou parce qu'il y a tellement
tellement de trucs qui ont l'air de fitter que là, il y a des champs de possibles qui s'activent. Oh là là. Et là, ça nous Et là, dépasse. ça foisonne. Ça nous dépasse tous autant qu'on est autour de la table. On est comme des tabarouettes, il y a vraiment quelque chose à faire, c'est un truc de fou. Et là, André devait pas être à ce meeting-là au départ. Je sais plus pour quelle raison, en toute transparence, mais puis il dit finalement, je vais venir quand même. C'était son associé qui devait être là. Il dit, je vais venir quand même parce que voilà, je vais venir. Et en fait, c'était parfait qu'il soit là au final parce que ça a comme, encore là, les expertises autour de cette table-là étaient hyper complémentaires. Fait qu'autant moi, je ramenais l'aspect terrain et l'aspect besoin avec une vigilance éducative, avec tout ça. Benoît avait cet aspect, c'est lui qui a fondé la plateforme avec son fils. Donc lui, c'est la tech. C'est exactement, les deux, c'est la tech, c'est la cybersécurité, etc. André et puis Jérémy, qui était son associé à l'époque, eux étaient dans l'optimisation numérique. Fait que on sort de ces 3 heures de rencontre et là, en fait, je regarde André et je lui dis, mais... Il dit, ouais, là, il y a... Et je dis, mais ça nous dépasse. Il dit, oui, en effet. Et en fait, là, lui a cette qualité quand même d'être visionnaire beaucoup, en fait. Il dit, mais en fait, on va faire mieux que ça, on va pas merger nos trucs, on va faire partie de la danse, en fait. On va leur proposer de s'associer. Et j'étais comme, mais attends, moi, j'avais pas prévu ça. Ouais, dans la tech, moi, ok. Et là, j'étais comme, mais absolument, en fait, on fait ça. Et là, en fait, il y a cette espèce de, tu sais, de petits pétillements, là, quand tu dis comme, oh là là. Des papillons dans le ventre. C'est incroyable, on va changer le monde. T'as des frissons, quoi. Oui, exactement. Là, tu sens que tu tiens. Ouais. Tu tiens quelque chose qui va œuvrer. Oui, puis il y a un truc qui te dépasse, quoi. Donc, je suis comme genre, oh là là, mais ça va être incroyable. T'imagines si on arrive à faire tout ce qu'on a dit, là, ça va être super. Mais les filles vont pouvoir faire telle affaire, tel truc. Et là, moi, je pars et je me dis, mais c'est malade, en fait. Et tu sais, ça, c'était en juin 2024. Mais c'est pas si vieux. Mais non. Et en septembre, ça a été super vite. On s'est super bien entendu. Puis encore là, je remercie la vie de les avoir mis sur mon chemin. Autant André, Benoît, François. Donc là, maintenant, très concrètement, vous développez une application qui a pour but, au quotidien, dans les crèches ou les garderies, de faire quoi? Alors, c'est une plateforme de gestion qui, sur 3 volets d'action, à la fois la conformité. Donc au Québec, comme en France, il y a beaucoup d'administratifs, mais mettons qu'on se fixe sur le Québec pour l'instant. Des rapports d'accidents qu'il faut faire à envoyer, faire signer aux parents, des contrats de services, des suivis de médicaments, etc. Donc tout ce qui est conformité au ministère de la Famille, qui est celui qui chapeaute et qui donne les agréments. Ça, c'est fait dans la plateforme. Okay. Donc tous les documents sont signés via la plateforme et sont intégrés dans la plateforme. Ensuite, on a tout ce qui est calcul de ratio, tous les rapports d'audit, les rapports de présence, les prévisions de présence, le ratio professionnel, enfant, toute cette partie très administrative, les rapports d'audit, tout ça, sont dans la plateforme, sont générés de façon très facile et accessible et très intuitive. Donc, tu as un tableau de bord pour celle ou celui qui dirige. Et même, est-ce que tu as aussi, est-ce que c'est adapté à celles qui sont sur le terrain, je dis celles parce que c'est en grande partie des femmes, hein, donc utilisons les bons mots, à celles qui sont au quotidien avec les enfants. Est-ce que c'est aussi destiné à ce genre de professionnels ou c'est que celle ou celui qui dirige Non. En fait, tu sais, la charge administrative, là, elle est à tout niveau. Elle est à toutes les strates, en fait. Ouais, okay. Fait que là, on parle le premier volet, c'est l'administratif. On vient alléger la charge mentale des gestionnaires pour qu'elles puissent libérer du temps pour se concentrer sur former ton équipe, recruter du nouveau personnel, aller chercher du budget ou créer des projets pour tes équipes. Enfin, voilà. Donc, libère-toi du temps pour toi-même, en fait. Parce que parfois, et trop souvent, les gestionnaires, comme les éducatrices ou éducateurs, ont besoin de prendre temps de soin d'eux. On en parlait avec l'équipe des Volumia il y a encore pas si longtemps. Les gens qui prennent soin des autres ont du mal à prendre soin d'eux-mêmes. Oui. Fait qu'il faut leur dire, ce serait peut-être pas mal que tu te poses. Mais pour ça, il faut créer des espaces-temps. Et créer des espaces-temps, c'est éventuellement leur dire, cette tâche-là, elle est plus dans tes mains. C'est une appli qui va gérer ça. Fait que les rappels de signature d'entente, les rappels d'obligations professionnelles pour les éducatrices, genre pour leur secourisme. Il y a un rappel qui a envoyé. Oublie pas, Jocelyne, dans une semaine, son secourisme, il s'arrête. Faudrait peut-être qu'elle retourne en formation. Tous ces trucs-là que tu es obligé de penser ou de noter dans un agenda. Et si tu as oublié ton agenda chez toi encore parce que ça allait trop vite ce matin, là, c'est tout dans l'appli, en fait. Et donc là, elle a été utilisée. Oui, les Québécois, on a plus de 500 clients qui utilisent des 500 services de garde qui utilisent ça. Ça, c'est le volet administratif. On a le volet communication avec les parents. Okay. Donc là, tu sais, par exemple, l'une des problématiques, quand on parle de charge mentale, les éducatrices sont souvent happées par les parents par Messenger, par WhatsApp, par je sais pas quoi. Absolument. Et ça n'est pas normal. En fait, les éducatrices, leur métier s'arrête au moment où la garderie ferme. Donc, tu la laisses tranquille, l'éducatrice.
tu la laisses dans sa vie de famille, tu le laisses dans sa vie sociale. C'est stop, en fait. Elle a le droit d'arrêter de travailler. Donc, l'application, il y a une messagerie comme Messenger qui est dedans. Fait que le parent veut écrire à l'éducatrice en journée pendant le temps de service de garde. Good, c'est super, tu peux le faire. Envoie-lui un message comme Messenger, elle va répondre quand elle sera disponible. Fait que toute la communication parent, les courriels, etc., le journal de bord qu'on envoie quotidiennement, nous, c'est pas une obligation légale, mais c'est les us et coutumes. Si une installation le fait pas, c'est un peu bizarre. Fait que tout ça, il y a tout un système, si tu veux, d'éducation. Journal de bord, donc comme je te parle, c'est la journée de l'enfance qu'il a fait avec des photos. Donc je veux savoir ce que fait mon enfant. Okay. Avec un hyper contrôle au niveau de la parentalité. On a un peu basculé quand même aussi, si tu veux, tu vois. Fait que, mais l'appli permet de donner suffisamment d'informations dans un temps qui est imparti pour l'éducatrice et réaliste, parce que non, elle va pas répondre au téléphone absolument quand toi, tu as décidé d'appeler. Elle va te répondre quand elle aura le temps et c'est OK. S'il n'y a pas de danger pour l'enfant, tout va bien. Ouais. T'inquiète pas, ça a posé un cadre qui protège quand même un peu le rythme de travail des salariés. Ben, c'est hyper important, en fait. Toi, quand tu rentres chez toi, que tu as fini ta job, mettons qu'on mette de côté le côté entrepreneur. Oui. À 22h, tu vas pas répondre à un message. En théorie, il vaudrait mieux pas. Tu vois. Ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet, là où on se démarque beaucoup, nous, c'est le développement de l'enfant, le suivi du développement de l'enfant. Fait que ça, c'est un portrait périodique qui est une obligation légale au Québec. Tous les 6 mois, on est obligé d'envoyer un portrait de l'enfant qui reprend les 4 sphères de développement de l'enfant. Fait que ces sphères-là, voilà, c'est une obligation. Majoritairement, ça, les plateformes le font. On se démarque pas plus que ça. C'est une obligation. Fait qu'on remplit l'obligation et voilà. Là où on se démarque, c'est qu'on vient y intégrer l'IA. Et là, je vais faire hurler toutes les éducatrices, mais on se souvient que je le suis aussi. Fait qu'il n'est pas question qu'on vienne me remplacer par l'IA. Mes observations, c'est une observation de professionnel. Il n'y a pas d'IA qui va savoir comment Timmy a évolué ou l'observation que je viens de faire. Si je vois que Timmy a des besoins particuliers, etc., c'est mes observations. Donc, l'éducatrice met des observations dans la plateforme et s'il y a des reformulations à faire, c'est l'IA qui va le faire. Mettons que je dise ton enfant, il est nul. Bon, évidemment, on va jamais marquer ça, mais mettons qu'on marque ça dans l'application. L'application va le reformuler en disant ton enfant vit des défis particuliers, il serait important que tu puisses te développer. Donc, en fait, là, le but, c'est de synthétiser et d'optimiser les mots pour que le parent le prenne bien, que ce soit écrit vraiment, en tout cas lu de manière à ce que ça ne vexe pas, à ce que c'est ça, en fait, le but. Hein. Puis, il y a beaucoup de... mieux on communique, moins tu as d'inquiétude, moins tu as de frustration du parent parce qu'il sait, il comprend, en fait, le sens de ton intervention, etc. Donc, au Québec, tu as beaucoup le système de plainte. C'est très nord-américain. Fait que quand ça va pas et que le parent est pas satisfait, il va porter plainte au ministère. Fait là, il y a un inspecteur qui vient et qui dit mais comment ça, qu'est-ce que vous avez fait ou pas fait, et il revérifie toute la garderie, les ratios, les trucs, etc. T'en avais beaucoup de ça, toi, des plaintes? À Esprit de famille, à l'Esprit de famille, on n'en a pas tant, non, des plaintes. Non, mais ça se fait, quoi. Mais ça se fait, ouais, c'est ça. On en a eu, en fait, mais ça, c'est un autre débat. Dans la garderie subventionnée, on a beaucoup plus de plaintes. Mais dans les garderies non subventionnées, on en a quasiment pas, en fait. Et ça a baissé le niveau des plaintes? Ça a baissé de 70% les plaintes. Mais c'est énorme. Ouais. Parce que justement, ça a fluidifié le dialogue. C'est ça, en fait, tu communiques mieux. Puis nous, on n'est pas des gens qui communiqueront pas. Fait que t'imagines les garderies qui n'avaient pas du tout l'habitude de communiquer, qui passent à une plateforme qui communique à minima. Incroyable. Là, du coup, ça, en fait, la relation parent s'en voit bonifier, si tu veux. Et alors, donc, tout ça, vous l'avez créé à Québec. Et là, l'idée, c'est de venir tester ce concept en France. La France, le Canada, c'est quand même 2 cultures, 2 marchés en termes de business différents. Absolument. C'est quoi ta stratégie? D'abord, il y a une adaptation culturelle à avoir, en fait. La stratégie, c'est d'abord et avant tout d'être dans la transmission, toujours. Fait qu'on a fait un congrès l'année dernière et on veut connaître le milieu avant de se dire, oui, on répond à quelque chose. Parce qu'on peut pas arriver en disant, moi, je sais de quoi tu as besoin. Quand tu connais personne du réseau, même si c'est mon métier de base, il faut avoir cette humilité-là, si tu veux. Fait que l'année dernière, on a dit, on va se connecter au réseau, au domaine de la petite enfance pour voir. Malheureusement, heureusement, on a constaté qu'on était dans des mêmes problématiques Québec versus France. Mais il y a des choses qui sont faites en France qui ne sont pas faites au Québec, qui seraient intéressantes d'importer au Québec et vice-versa. Oui, et vice-versa. Là, on se rend compte juste que cette volonté de transmission est ce qu'il faut faire. Fait d'importer, si tu veux, cette plateforme en France et de leur dire, regarde, teste-la.
et utilise le développement de l'enfant et utilise la planification d'activités générées par IA parce que ça va, t'as pas besoin d'aller, c'est pas ta plus-value de générer ces activités-là. Ta plus-value, c'est tes observations, ton regard, ce que t'amènes de ton groupe. De l'humain. De créer, de savoir si tu dois faire un Père Noël avec du coton ou alors tu fais un éléphant rose avec des perles. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que tu veux travailler la motricité fine, etc., etc. Fait que laisse l'IA choisir le support. Toi, tu sais ce que tu veux comme axe, c'est comme objectif de développement. Fait que c'est un peu ça qu'on dit. Et alors, Juan va être un petit peu votre laboratoire. Absolument. Raconte-nous. Juan, c'est la connexion avec Johanna Ducrot, qui est donc l'une des filles des Volumia Solutions, qui ont une équipe formidable. Et en fait, comme on dit, boot on the ground, comme nos bots ici en France, pour pouvoir nous continuer à se connecter au terrain, aux réalités. Puis Johanna connaît très bien le milieu parce qu'elle fait des analyses de la pratique dans des crèches. Fait qu'elle a cette connaissance-là. Elle est éducatrice spécialisée de formation également. Fait que l'idée était vraiment de se connecter à quelqu'un du métier qui a une connaissance et qui a envie aussi, qui croit au projet. Sinon, ça marche pas. Oui, donc là, résultat à Juan, vous avez quelqu'un qui a capté votre projet et qui a aussi envie de le co-développer. Absolument, ouais. On est vraiment, tu vois, on a fait nos OKR, nos objectifs Key Results pour faire nos objectifs de déploiement, de transmission. Est-ce que le congrès, le podcast, pas de sieste pour les pros qu'on organise également. Donc, on a cette collaboration avec toi. On n'a même pas eu le temps d'en parler, mais c'est vrai que vous podcastez aussi. En effet. Tous les deux. Oui. C'est génial. Ouais, on rencontre des gens extraordinaires. Vraiment. Et pourquoi en plus tu as fait ce format-là ? Pourquoi cet outil en plus ? C'est la même volonté. D'abord, il y a une volonté de transmission, de dire, mais viens, il y a très très peu de podcasts qui existent pour des professionnels de l'enfance. C'est souvent des associations de CPE qui offrent un podcast, mais souvent destiné pour les CPE. Les CPE, c'est les garderies, les crèches publiques. Un autre podcast qui va être effectué, c'est très silonné. Oui. Nous, ce qu'on dit, c'est on s'en fout si t'es un public privé. T'es un professionnel de l'enfance, tu t'occupes des enfants. Donc, tu as les mêmes préoccupations que moi. Et là, tu laisses la voix, tu laisses la parole à celles et ceux qui sont dans ce monde-là qui vont partager. Qui ont des témoignages, tu as des directrices, tu as des éducatrices qui ont une idée, un truc, qui ont mis en place, qui pourrait peut-être servir à d'autres. Des experts sur la marraine du dodo qui était là, Cœur à Cœur qui était là. On a différents experts. J'en oublie, je suis désolée pour ceux que j'oublie, mais il y a plein d'épisodes. On a presque une trentaine d'épisodes qui ont été tournés. Fait que ces gens-là ont des choses à dire, ont des choses à apporter aux professionnels. Ouais. Pour terminer notre échange, qui est franchement, on pourrait encore parler des heures. Dans 10 ans, je te réinvite dans Business Boomeuse. Tu voudrais qu'on raconte quoi ? Tu vois, t'as tellement une appétence pour plein de projets. Ça va être quoi ton prochain grand ose ? J'ai un autre pont. Je sais pas lequel, mais tu as un pont à faire entre quelqu'un, quelque chose. Ta connaissance, si tu la gardes pour toi, elle sert à rien. Oui. En fait, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Fait que si je suis capable d'être un pont à un moment donné, une facilitatrice pour que cette connaissance-là arrive ailleurs, alors c'est parfait. On te retrouve où, tous ces podcasts, le site internet de Mangrove, comment on fait ? Alors, site internet www.mangroveinnovation.com. Là, c'est la plateforme pour la Mangrove Petite Enfance. On a également le podcast, donc qui est disponible sur les différentes plateformes Spotify, YouTube ou Acast aussi, Apple. Et qui s'appelle, parce que j'adore Pas de sieste pour les nom. pros. Pas de sieste pour les pros, mais c'est génial. Puis il y a le congrès qu'on organise cette année au Québec. On a organisé l'année dernière à Lyon. Puis là, c'est congrès/mangroveinnovation.com où vous allez retrouver des conférenciers français comme québécois qui se trouvent au terminal de Québec cette année. Ça va être une dizaine de conférences, plus proche d'une dizaine d'ateliers. Ça va vraiment on a Joséphine Bacon qui est une poétesse Innu, donc autochtone, qui va être là également. On a la chance qu'elle ait accepté, fait que avec plein de conférenciers exceptionnels. Ce sera bien rediffusé, on pourra voir les vidéos si on n'a pas pu. Exactement. C'est très beau, on va s'arrêter là, c'est magnifique et hyper inspirant. Merci pour ton accueil, pour tout. En tout cas, ça a été vraiment ici, il faut pas hésiter. Ici, c'est vraiment chouette, l'ambiance. On parlait du petit salon qu'il y a là-haut, là, qui est extraordinaire sur le côté idéation, où tu te poses et tu te laisses aller, là, que vraiment bravo, c'est un bel espace. Avec plaisir, merci, à bientôt. Merci et vraiment, beaucoup. Mais bon chemin, belle route pour tous ces projets. Merci beaucoup. Au revoir. Merci pour l'invitation, à bientôt.